Aujourd'hui, je reçois Alex, qui non seulement a une très belle agence de création de sites web, mais qui en plus est coach dans AGS et a accompagné plusieurs dizaines d'agences en lancement et en développement. Et dans cette vidéo, on va creuser le détail de ce qui fait le succès d'une agence et de la prospection d'une agence. On va parler de sa propre prospection et de comment est-ce qu'il a fait pour son tout premier client en partant de zéro, sans aucun réseau, sans aucune expérience. Comment est-ce qu'il a fait pour vendre un premier site web à 8 500 €. Et surtout, on va parler de pas mal de membres de AGS que Alex a pu accompagner et qui ont atteint des résultats magnifiques. Je pense à Mathieu qui a fait 28 000 € en moins de 3 mois. Et on va parler aussi de Léo, de Yanis, bref, plein de membres de AGS qui ont atteint de très beaux scores que Alex a pu accompagner. On va venir décortiquer ce qui a fait leur succès et aussi les erreurs à éviter. On va parler prospection, on va parler même de Dofus, vous allez voir pour ceux qui ont la ref. Bon allez, j'arrête cette intro qui est déjà trop longue et on rejoint Alex. Bon, merci beaucoup Alex d'être là pour cette vidéo. Ça va être la deuxième édition de cette nouvelle série. T'as peut-être vu la vidéo qu'on a tournée avec Camilia il y a quelques semaines maintenant, où on s'amuse à faire des conversations comme ça, un peu plus profondes, un peu plus longues, sur tout ce monde de l'agence, parce que t'es particulièrement bien placé pour en parler. D'un côté, t'as une agence, de l'autre côté, t'es coach dans l'écosystème AGS, donc t'accompagnes des freelances et des agences dans leur lancement et dans leur développement. Donc, est-ce que t'es chaud pour qu'aujourd'hui, on creuse un peu les clés du succès des agences? Alors qu'on comprenne ce qui fait le succès des agences qui marchent le mieux, qu'on a pu accompagner, et de la tienne, et puis qu'on voit aussi parfois les blocages ou les irritants que peuvent croiser les fondateurs d'agences et qu'on y amène des solutions. Ça te chauffe? Ouais, franchement, carrément chaud. D'ailleurs, j'ai vu la vidéo avec Camilia. Ça met un petit peu la pression. T'as mis la barre bien haute parce que Camilia, c'est une super coach. Elle a vraiment des tops idées et son agence tourne super bien. Donc, ouais, en tout cas, super chaud pour cette conversation et pouvoir dévoiler un petit peu à ceux qui vont écouter tout ça, les clés, et aussi plein d'éléments que j'ai appris ces derniers mois via le coaching, via le fait d'avoir accompagné plus de 40 agences, freelance, etc. Plus de 40, ouais, ça va vite, hein. Je me rends pas compte des volumes de gens que tu accompagnes depuis le temps, mais encore une fois, merci pour ta participation à cette vidéo, mais aussi pour tout ce que tu fais dans AGS. Est-ce que tu veux commencer par te présenter rapidement, donc ton agence, ton rôle de coach, et peut-être autre chose qui te représente toi avant tout en tant qu'entrepreneur? Ouais, carrément. Carrément. Bah, écoute, je vais essayer de faire au plus simple, au plus direct. Alors, sur une partie un petit peu agence, une partie un peu plus perso coaching, une partie peut-être un peu sport qui peut se relier à tout ça. Moi, pour ma part, du coup, c'est Alexandre. J'ai mon agence donc depuis 4 ans que j'ai lancé avec mon frère. Donc voilà, aventure, on va dire, entrepreneuriale, familiale à la base. Donc, expérience de fou, trop chouette. On s'est lancé là-dedans du coup il y a 4 ans, juste après avoir quitté mon poste finalement où j'étais responsable commercial dans une entreprise industrielle qui faisait plus de 35 millions de chiffre d'affaires. Je me suis lancé là-dessus. On avait vraiment un projet, envie de faire quelque chose ensemble dans l'entrepreneuriat. On a toujours eu ce désir-là. Et on s'est donc lancé et tourné vers une agence web, étant donné que nos études à tous les deux étaient vraiment reliées là-dessus, sur le marketing, la communication, le e-business. On était tous les deux, voilà, on avait tous les deux un master là-dessus. Du coup, voilà, on s'est lancé là-dedans, on a commencé, on s'est dit, voilà, on va appliquer tout ce qu'on sait, et on s'est rendu compte, ok, en fait, on sait plein de trucs. Maintenant, au sein d'une entreprise, ça peut fonctionner. Quand c'est en notre nom propre, un petit peu plus de pression. On se dit, est-ce qu'on va faire les choses bien? Donc, on s'est rendu compte, OK, il y a peut-être moyen. Nous, on fait du sport depuis qu'on est jeune. On sait l'importance finalement que d'être accompagné, que d'avoir des coachs et des choses comme ça. On a toujours eu cette envie d'investir en nous. Voilà, c'est presque l'investissement numéro un que je fais encore aujourd'hui. Des formations, des coachings, des choses pour moi, des livres, des choses comme ça. Du coup, en fait, on a rejoint AGS qui s'appelait Devenir Consultant. Donc, il y a Ouais. 3 ou 4 ans maintenant. Donc, Devenir Consultant, c'est l'ancien format. Donc, je suis un peu un vieux de la vieille finalement dans l'écosystème. Et on a commencé là-dessus et on s'est directement concentré sur un peu un grand classique, site internet et des upsells sur des ads et sur du SEO. Très, très cool. Donc, tu t'es lancé donc avec ton frère, toi, t'avais le si je comprends bien, tu avais le bagage commercial et ton frère, avait quoi? Un bagage plutôt marketing, production? Ou est-ce que vous étiez tous les 2 en mode commercial? Alors, honnêtement, moi j'avais un bagage commercial, lui également. Pour le coup, on avait des compétences, on va dire, assez similaires. Moi, je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui était production. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse, tout ce qui était design, tout ce qui était graphique. Alors, quand on commençait, on a fait beaucoup aussi, on a un peu aidé sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je suis plutôt à l'aise sur tout ce qui est graphisme. Donc, ça, c'était intéressant. Et pour le coup, on a essayé de dispatcher un petit peu. Voilà, pour pas se marcher sur les pattes, on s'est dit, imaginons que chacun fait 40 heures dans la semaine. À deux, c'est une force, ça peut nous faire 80.
On s'est dit, viens, on se marche pas sur les pattes. Chacun son domaine, on essaye, hein, c'est pas forcément évident au départ, mais lui a des fortes compétences relationnelles, commerciales aussi, donc il s'est un peu chargé de ça plus au départ, et moi je le soutenais, j'accompagnais là-dessus, mais c'était lui un peu qui a pris le lead là-dessus, et j'ai bien suivi par derrière. Forcément l'exemple du grand frère, voilà, il passe devant, il montre l'exemple. OK, donc il a commencé la prospection et toi tu as pris le relais par la suite. Je pose la question parce que j'aime bien aller tout de suite dans le détail parce que quand on a des duos qui se lancent, des associés, c'est toujours un gros sujet. Est-ce qu'on doit faire tous les par exemple s'ils sont 2, est-ce qu'on doit faire tous les 2 la même chose pour doubler l'efficacité ou est-ce qu'on doit se dispatcher, un qui fait la vente, l'autre qui fait la prod? Et moi un truc que j'aime bien dire, c'est qu'au démarrage, quand vous avez 0 client, bah, faites tous les 2 de la vente, c'est important pour trouver le plus vite possible les clients et puis plus tard effectivement, ça peut se dispatcher sur 2 pôles. Donc vous finalement, c'était votre orga, c'était tous les 2 à la vente au début et avec lui en leader, on va dire ce côté prospection. C'est, c'est ça. Moi, encore aujourd'hui, c'est vrai que même sur tous les coachés qu'on a, j'ai quelques groupes de duo et c'est la question presque numéro une. Alors, ok, on regarde les visions et tout ça, mais c'est vraiment de regarder, tu te vois faire quoi? C'est quoi ta force? C'est quoi vraiment ta zone, on pourrait dire, hein, un peu zone de génie à toi. Ok. Est-ce qu'on peut pas dispatcher ça pour avoir une vision moyen-long terme? Après, clairement, je te rejoins à 100%. Ce qu'on va leur demander, c'est est-ce qu'il y a déjà des projets en cours? S'il n'y en a pas, bah là, pour commencer, le nerf de la guerre, quand on entreprend, quand on se lance, c'est d'avoir des clients. Si maintenant, moi, je te dis, je fais à la production pendant 6 mois, j'ai pas de clients, au final, qu'est-ce que j'ai fait pendant 6 mois? On peut Ouais. allier nos forces là-dessus. Donc moi, c'était vraiment ça et ça m'a beaucoup aidé finalement. Parce que autant faire du commerce lorsqu'on est employé, c'est quelque chose, mais quand on le fait en son nom propre, un rejet au début, voilà, un refus, et ça fait partie du jeu. Euh, on le peut le prendre personnellement, donc déjà, ne pas le prendre personnellement, ça c'est une des grosses règles. Je pense qu'on en reviendra un peu sur des petites règles comme ça. Mais voilà, je participais. Au début, on y allait à deux, ensuite on dispatchait, ensuite on faisait les R1 ensemble pour apporter un petit peu notre patte là-dessus. Donc ça ramenait un peu du pro, ça ramenait aussi nos deux personnalités qui se complétaient bien là-dessus. Ah, Mais c'est ouais, drôle, je te rejoins sur ces duos. vous étiez 2 au rendez-vous, au premier rendez-vous avec les prospects. C'est drôle, ça, c'est assez rare. Ouais, c'est rare, mais finalement ça a servi d'exercice et ça choquait pas tellement. Donc voilà, c'est vrai qu'au début on avait affaire à des chefs d'entreprise aussi voilà, des fois on tombe sur des chefs d'entreprise 65 ans, on y allait à deux. C'était plutôt bien vu justement et l'objectif c'était bien de se préparer, de pas se répéter. Il y en avait un qui était plus parti voilà technique, l'autre plus partie vraiment commerciale, pro. Enfin, on essayait vraiment de se dispatcher, de pas se marcher dessus. C'était une horlogerie un peu. On savait quand on fallait parler, quand fallait se taire. Donc ça, c'était vraiment une chouette expérience, ouais. Puis d'un côté, je pense même que ça non seulement ça doit pas être embêtant, mais en plus de ça, ça doit attirer la sympathie parce qu'on voit que vous êtes frères, puis c'est je veux dire, c'est cool de voir ça aussi. J'imagine, en tant que client, on doit se dire: «Ah tiens, les 2 jeunes là, ils font plaisir à se lancer ensemble», donc Carrément. Bah, on en a, entre guillemets, on en a aussi joué, forcément, deux frères qui se lancent. Nous, au départ, notre cible, pareil, on pourra y revenir, mais on a vraiment joué sur le local. Alors, se jouer sur la proximité, avoir un icebreaker vraiment là-dessus. Quand, voilà, on dit agence familiale entre deux frères, des jeunes. Euh, Finalement, faut jouer là-dessus. Et certains, même que je vois aujourd'hui, ils me disent, mais moi, je suis jeune, j'ai pas la légitimité. Moi, j'aime bien plutôt prendre le contre-courant de dire, t'es jeune, joue là-dessus. Faire finalement un petit peu de ces défauts ou de cette projection qu'on a, on a peut-être des défauts là-dessus. Non, prends-le dans l'autre sens, c'est peut-être ta force. On a accompagné Maxime, si tu te souviens, euh, 16 ans, je pense que c'est le plus jeune qu'on a jamais eu. Euh, sa tagline numéro une, c'est ben, moi j'ai 16 ans. Ok, ça mmh. interpelle et on se dit waouh, le gars il a 16 ans, il m'apprend des trucs. J'étais encore en call avec lui hier. Euh, c'est un crack dans son domaine et le fait d'avoir 16 ans, je pense, lui apporte plus de choses que ça le dévalorise. Donc, voilà, jouer aussi sur tout ça, changer un peu de posture, de vision, ça change tout finalement. Tu carrément raison et pour le coup, Maxime a eu de très beaux résultats malgré ça. Enfin, je veux dire, ça a pas été un frein pour tous les prospects. Si ça l'a été pour certains, ça l'a pas été pour tous, donc c'est intéressant et je me permets de tout de suite, du coup, plonger dans ton agence. Donc vous vous êtes lancé il y a 4 ans pour de la vente de sites web principalement, donc le service principal, service porte d'entrée, avec des upsells, bien évidemment. Des upsells que j'imagine être des récurrents, donc de la publicité en ligne, ce genre de choses? Publicité et du SEO. Beaucoup OK. de SEO finalement, encore davantage que la publicité. Pareil, contre-intuitif, j'aurais pas pensé, mais c'était le cas. Et donc si on revient au tout début, donc au 1er client, comment vous avez,
en démarrant de zéro comme ça. Donc à l'époque, tu étais en devenir consultant, donc AGS aujourd'hui. Comment vous avez commencé votre prospection? Qu'est-ce que vous avez choisi comme méthode de prospection? Et quels résultats vous aviez eu au tout début, si tu arrives à t'en rappeler? C'est il y a 4 ans, mais Bon, moi, je m'en rappelle très très bien. Alors, parce que j'ai toujours, j'ai cette anecdote, moi, qui me sortira jamais. Alors déjà, pour la petite histoire, on a rejoint AGS, devenir consultant, parce qu'on s'est lancé tout feu tout flamme. On s'est dit, OK, faut qu'on se fasse accompagner. On sait pas tout, surtout pas dans ce domaine-là. Donc voilà, faut qu'on se fasse accompagner. Donc top. On a essayé un peu d'éteindre notre cerveau, de se dire, OK, on réfléchit beaucoup, on veut toujours faire les choses parfaitement. Puis on éteint notre cerveau, on se lance. C'est ce que je répète aujourd'hui tout le temps, faut agir. Et en fait, le premier client, pourquoi je m'en rappelle très très bien, c'est que à la base, pour moi, vendre un site, ça coûte pas 2 000 euros, ça coûte pas 5 000, ça coûte pas 10 000, encore moins 100 000. Je rassure ou je rassure pas, j'ai jamais vendu de site à 100 000. Voilà, petit spoiler. pas encore. Pas encore, mais j'espère que ça arrivera un jour, donc pas encore. Mais voilà, j'avais toujours finalement, ces pensées, voilà, un peu cliché de dire ça, mais des pensées limitantes qu'on a dans tous les domaines. Et on a commencé, alors, pour les moyens de prospection, nous, c'était clairement, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a comme force de notre côté? Ok, on a du réseau dans le sport, on a du réseau familial, on a des amis. Ok, quelle est notre liste de réseaux? On a fait basiquement, hein, liste réseau de niveau 1, 2, 3, 4. Ok. On prend cette liste. L'objectif, c'est d'avoir des recommandations, d'avoir des pistes pour aller approcher. Il y avait aussi ensuite les réseaux pro. On est allé dans un BNI. BNI local. Et sinon, on s'est dit, bah, c'est quoi le plus efficace, le plus rapidement? Bah, c'est le physique. J'utilise des fois un peu trop le mot logique, c'est pas forcément logique, mais une fois qu'on a l'explication, oui, ça l'est. Donc on est parti sur du physique. Et l'anecdote pour y venir, c'est que le premier client qu'on a signé tous les deux, alors que je pensais jamais vendre un site à 1 500 euros, bah, on l'a vendu à 8 500 euros. Et je m'en rappelle très bien parce que quand on est allé voir cette personne, qu'on a fait le R1, bah, finalement on s'est dit, ok, il coche toutes les cases du fameux filtre en or, allons-y, c'est à 20 minutes en voiture, on va prendre notre petite 208 là, toute mignonne, on va s'y rendre, on va regarder ce que ça donne, on a fait la R1, on a obtenu la R1 déjà, très content, petite victoire, mais pas des moindres quand on se lance, donc très content, on fait le R1, qu'on a, pour le coup, pour un premier R1, avec du recul, je me dis, on a plutôt bien maîtrisé. Sous 24-48 heures, voilà, le temps de vraiment faire une bonne stratégie, on voulait vraiment livrer de la qualité. On envoie le devis, et on a envoyé le devis, honnêtement, c'est mon frère qui a eu l'appel. On a eu un appel 2 minutes après. Et je me suis dit, je l'ai regardé, j'ai dit Max, ou lui m'a dit, hein, c'est il y a 4 ans, mais on s'est dit, on est mort. Là, on décroche. Il va dire, mais qu'est-ce qu'ils me veulent, ces jeunes? Ils me proposent un site à 8 500 euros. En fait, il nous appelle et nous dit, bah, écoutez, on avait notre banque en ligne qui était à l'époque, hein, si je dis pas de bêtises, Revolut, basée en Lituanie, un truc comme ça. Il nous dit, bah, écoutez, euh, là-dessus, sur les infos, moi, j'ai envoyé, du coup, l'argent, mais la banque a dit, attention, IBAN en Lituanie. Je dis, ok, bizarre. Et on se dit, ok, mais trop bizarre. En fait, il bronche pas du tout. C'est-à-dire que la valeur, elle était perçue. 8 500 euros pour une boîte qui faisait quelques millions de chiffres d'affaires, une très belle entreprise encore aujourd'hui. Euh, En fait, il a eu le devis. Ok, je suis convaincu, je signe, pas d'objection. Donc, incroyable. Il y a d'habitude toujours quand même des objections. Pour le coup, non. Et signature à 8 500 euros. Je me suis dit, ok, c'est incroyable. Ça m'a débloqué un truc mental. Et maintenant, je me dis, waouh. Pour première expérience, ça fait vraiment anecdote de fou, mais c'est vraiment ce qui m'a mis en tête. Ok, en fait, oui, c'est réel. Ce qui vient de se passer, c'est réel. C'est pas une hallucination. Il s'est passé ça. On s'est regardé, on s'est dit, bon ben, vamos, on y Son va. Maintenant, il y a plus qu'à faire. son seul problème, en fait, c'était le RIB, quoi. C'était pour où envoyer l'argent. Donc autant te dire, bon, je pense pas ils ont été impactés, mais Revolut ont perdu malheureusement des clients. On est parti parce qu'on s'est dit si tous nos clients reçoivent une alerte de la banque, attention, paiement potentiellement frauduleux, c'est en Lituanie. Aujourd'hui, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est plus le cas. C'est maintenant en Europe, je sais plus où, mais c'est plus le cas. Mais voilà, ça c'est vraiment l'anecdote numéro une Ah, qui c'est dingue. finalement a lancé et voilà. Et encore aujourd'hui, je l'ai en tête. Encore aujourd'hui, j'aime bien l'utiliser. J'aime bien aussi la dire aux coachés, leur dire, voilà, non, là, quand vous venez et que vous me dites, quand je vois la qualité, quand je vois les compétences que tu as, me dire que tu vends des sites à 600 euros, ça me fait un truc. Maintenant, je suis en mode, je peux pas te laisser faire ça. C'est interdit. Ouais. Non, on va bosser, mais on peut plus.
Je me permets, de rebondir là-dessus parce que bon, le but de cette, conversation, c'est aussi qu'on amène les clés du succès pour les agences et donc là, tu amènes un trop gros sujet pour que je passe à côté. Mais est-ce que finalement, tu dirais que vendre cher, c'est une clé pour rapidement vivre de son agence? Parce qu'on va se le dire tout de suite, c'est un des alors quand moi je fais mes conférences, tu sais, c'est un des principaux sujets du début de la conférence, le pricing et à chaque fois, j'ai des commentaires un peu houleux. Pareil sur, YouTube, dès que je parle de sites web à 3 000, 4 000, 5 000, je me prends, tu vois, une petite vague, pas facile. Donc finalement, on se rend compte que la majorité des gens, en tout cas qui sont en démarrage, rejettent très souvent cette idée de site web. On parle de site web ici pour l'illustration, mais c'est vrai pour tous les services. Mais cette idée de vendre ses services, à prix premium, c'est souvent rejeté. Mais est-ce qu'au final, toi, tu considères que c'est quelque chose qui est important si on veut rapidement pouvoir vivre de son agence? Que tu considères ça comme une condition importante pour réussir rapidement? Moi, c'est une condition, mais c'est, on- c'est impossible de ne pas la prendre en compte. C'est dans le top 3. Bah, c'est pour ça que nous, on structure l'offre au départ et le pricing, c'est un sujet hyper intéressant. Et si on a un pricing trop bas, qu'on n'est pas dans le premium, ou au moins dans le moyen plus, moyen de gamme plus ou haut de gamme, pour moi, je dis pas que c'est impossible, il y a tout qui est possible, mais pour moi, c'est très compliqué de vivre de son activité. Et tout simplement aussi, c'est mathématique. C'est, OK, ben, est-ce qu'on est capable de vendre 10 sites par mois? Est-ce qu'on est capable de livrer 10 sites par mois? Ben, si on livre 10 sites à 300 à 500 euros, ben, l'acquisition, la difficulté ou la facilité pour certains qui sont très bons là-dedans, dans la prospection, dans l'acquisition, est la même qu'on le vende à 500. Même pour mon cas, plus je vendais peu cher, plus c'était compliqué. Et la bonne question à se poser, c'est bah, finalement, oui, si je vends un site à 5000, mais je vends à quelqu'un qui n'a pas le potentiel économique, qui n'a pas l'argent, là, c'est très compliqué. Est-ce que le problème ne vient peut-être pas du prix? Il vient peut-être de à qui j'en parle, qui est-ce que je vais prospecter, quelle est ma cible. Donc, voilà, c'est comme tout. En fait, moi, même aujourd'hui avec des clients, avec les coachés, je leur dis, mais finalement, un site, qu'est-ce que c'est? Ou quel est le prix? On peut trouver des sites à 100 euros, à aller sur, c'était quoi, 5euros.com, je sais même plus le nom Fiverr, maintenant. 5euros.com, toutes ces Ouais. plateformes-là, ouais. En fait, il y a des sites à 500 euros, à 3000 euros, il y a des sites à 100 000 euros, comme je le disais au tout début. Et moi, je reste persuadé aujourd'hui, les clients que j'ai, et notamment pour revenir sur cette anecdote-là, la personne là, si je lui avais proposé un site à 500 euros, à 1500 euros, j'aurais pas eu son appel dans les 2 minutes. Elle serait Mmh. dit, les deux jeunes, finalement, ils présentaient bien, mais c'était deux rigolos. Moi, ma boîte, elle fait des millions de chiffres d'affaires. Si je veux des résultats, c'est aussi ça, hein, la valeur, dans la valeur, mais si je veux des résultats, dans aucun monde, c'est en mettant 500 euros que je vais avoir des retours sur investissement. La personne en face, elle est chef d'entreprise, elle sait ce que ça coûte un employé, elle sait ce que ça peut lui rapporter. Bah oui, pour moi, pour répondre finalement à ta question, oui, le prix est dans le Ouais. top 3 des choses les plus importantes à mettre en place. Tu amènes un point super important avec ton client à 8 500 euros, c'est que et le prix pourrait être l'objet d'une vidéo de 4 heures parce que ça a un pouvoir psychologique incroyable, mais c'est que on se dit souvent: «Je dois devenir je vais commencer petit et devenir crédible pour vendre plus cher», sauf que c'est les prix élevés qui créent la crédibilité parce que c'est comme ça que le marché est construit. Quelque chose qui a de la valeur est cher, quelque chose qui est bas de gamme n'est pas cher et donc en fait, c'est le prix lui-même qui vient créer la crédibilité du vendeur. C'est ça qui est incroyable. Et c'est ce qu'on entend et c'est pour ça, il y a une expression, Hormozy nous a partagé un framework que j'aime bien qui est le framework COST, C-O-S-T. Il le dit donc, ton prix est forcément dans un de ces 4 critères. Le C pour cheap, O pour opportunité, S pour stretch, donc c'est le budget un peu serré mais ça peut passer et T pour too expensive et en gros, quand tu présentes ton pricing à quelqu'un, à un prospect, automatiquement lui, il te met dans une de ces 4 catégories. Si tu pas assez cher, comme ça aurait pu être le cas pour ton client en 8005 du coup. Si tu pas assez cher, il te met dans le cheap et là tu l'oublies. Pour qu'il signe, il faut que tu sois dans haut, donc opportunité, tu pas cher mais quand même crédible, ou stretch, où tu très cher pour son budget mais ça peut passer. Mais si tu cheap ou trop cher, ça passera pas. Donc c'est là où on voit que le pricing, c'est ultra important comme thématique et à vouloir se battre dans les prix bas et ben, on perd notre rentabilité, nos clients et tu l'as dit et tu l'as très bien dit. Au final, c'est pas plus dur de trouver un client à 5 000 qu'à 500. Sauf que si on veut faire 5 000 par mois, bah, il nous faudra 10 fois plus de clients à 500. Carrément, carrément. Et ce que tu dis là, super intéressant, là, le cost, c'est vrai que tu en avais déjà parlé. Et c'est super intéressant de le prendre en compte. Et pareil, vidéo sur le prix, ça pourrait durer 2 heures. Et là, pour aller même un petit peu plus loin, moi, ce que j'aime bien mettre en avant, c'est tout ce qui est, je m'intéresse beaucoup à ça, la psychologie un peu humaine, comment les gens fonctionnent. Et c'est une science, c'est une vraie science, autant que les maths, autant que peu importe. Mais c'est une vraie science. Donc, apprendre à savoir comment les gens pensent, finalement, c'est la base. Finalement, c'est la base parce que quand on se lance,
Il y a aussi cette étiquette-là, pour aller plus loin, c'est que faut jamais cesser d'apprendre, autant sur nos compétences, mais sur nos compétences peut-être relationnelles aussi. Et souvent, c'est la relation qui est en jeu. J'imagine que toi, c'est aussi ton cas, et moi, personnellement, avec les clients que j'ai, c'est mon cas. Ils achètent pas un site, avec mon agence. Ils achètent parce que, la rencontre avec ma personne s'est bien passée. Donc Mm. c'est pas que voilà, il y a une partie off, mais il y a aussi la partie relationnelle. Et donc ça fait ça englobe un petit peu le tout. Et c'est une vraie science. Donc si déjà on a l'opportunité de savoir comment les gens pensent, comment les gens achètent, ce que les gens veulent, faut s'en servir et vraiment passer de de ce statut finalement. euh, il y a des développeurs qui sont super compétents, mais là, de ce qu'on parle, on parle pas de développement, on parle pas de faire un site, on parle d'être entrepreneur. Et entrepreneur, c'est plus que juste être développeur. C'est gérer sa boîte, c'est produire, trouver des clients, le nerf de la guerre, hein, finalement. Et c'est aussi bah, un peu d'administratif, des choses un petit peu, voilà, c'est pas ce qu'on kiffe le plus, un petit peu chiante, mais voilà. Donc, c'est vraiment changer de casquette, se responsabiliser et être finalement passé. Non, c'est pas parce que je quitte mon CDI que je deviens juste développeur. Non, tu deviens entrepreneur qui fait du développement, par exemple, pour prendre ce cas-là. Ouais. Hem, Tiens, j'aimerais revenir sur ton premier client, parce que je pense que c'est une question que certains vont se poser ici. Donc on vient de le dire, le prix, 8 500 €, c'est ce qui t'a permis d'être crédible, même si c'était ton premier client, ce qui t'a permis de le closer. Mais qu'est-ce qui a fait que ton frère et toi, alors vous étiez au tout démarrage, vous avez eu quelque part le courage de tenter un devis aussi cher, mais surtout, même, on l'a dit, être cher, c'est bien, mais si on n'est pas face au bon prospect, ça marchera pas. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez eu l'idée, au tout début, de vous dire: «Tiens, on va aller voir une boîte qui fait des millions», alors que pour la plupart des gens qui se lancent, c'était mon cas et je pense que c'est notre cas à tous quand on se lance, c'est intimidant, d'aller voir ce genre de boîte. Comment vous avez eu l'idée d'aller voir une boîte qui fait plusieurs millions pour lui proposer un truc à 8 500? Alors, là, pour être vraiment concret, c'est pas, ah, les deux, là, c'était des génies, ils y sont allés tout de suite. On y allait parce qu'aussi, on s'est cassé les dents. Parce qu'aussi, en Mmh, vrai, on est allé voir des gens de notre niveau, de notre échelle, des gens qui se lançaient. Et c'était trop, enfin, à prendre avec des pincettes, c'était trop bien. On pensait que c'était trop bien. On allait, ok, ce qu'on leur proposait, incroyable. Ils avaient un besoin, donc tout ça, ça cochait. Et au moment où on leur dit c'est 2000, c'est 2500, peu importe, j'ai envie de dire le prix, ils disaient, ah ok, ouais, moi j'ai 500 euros. Ok, donc là on s'est dit, il y a un problème. Là, comme tu le disais avant, là c'est pas viable. Il y a un gros problème dans la matrice et ce problème il vient pas d'eux. Je peux pas les critiquer et dire, ouais, mais eux, leur boîte, ils sont pas capables de payer un site. Non, non. Le problème c'est que c'est moi qui suis allé les voir et que je les ai mal qualifiés. Donc en fait, en amont, c'est la qualification. Et qu'est-ce qui nous a donné vraiment ce truc? Bah, finalement, c'est les conseils qu'on suivait parce qu'on suivait la chaîne aussi avant de se lancer dans le coaching, comme beaucoup, je pense, le font. Et finalement, de se dire, bah non, c'est une question aussi de posture. On sait ce qu'on est capable de faire, on sait ce qu'on vaut. On y reviendra peut-être, mais aussi nous, alors on produisait en interne sur ce projet-là. Honnêtement, on est passé aussi par un prestataire. On s'est dit, mmh. moi personnellement, je me voyais mal produire un site à 8 500 € et me dire, je suis peut-être en porte-à-faux. Non, je voulais être sûr. Donc on est passé par un prestataire. Et là, ça nous a mis aussi un boost de confiance. On s'est dit, nous, si on close, on a un prestataire qui est top, qui était local, qui savait ce qu'il faisait, vraiment un crack hein, dans son domaine. On s'est dit, lui, avec les résultats qu'il a eus et qu'il est capable de mettre en place, on peut y aller de manière confiante. Du coup, on a essayé d'y aller vraiment. Ok, il a peut-être 50 ans. Ok, moi j'avais, ça fait, ouais, ça va, 23, 24, on va dire, quand même un peu jeune, pas trop intimidé non plus, mais je me suis dit, ok, là je peux y aller en confiance, je sais que je lui propose quelque chose auquel je crois. Et t'en parles beaucoup, j'en parle beaucoup de ce fait aussi, c'est le transfert de certitude. Si je dis à quelqu'un, euh, ok, si je lui montre que je crois en mon produit, ça lui donne envie d'y croire et il y croit. Si j'y vais sans croire ce que je fais, je peux pas lui en vouloir de pas croire dans ce que je propose. Moi-même, j'y crois pas. Donc, ouais, vraiment, c'est un aspect psychologique aussi et mindset à travailler. Je dis pas que la première approche sera la meilleure, mais faut passer par là pour toujours s'améliorer et voir ce qui allait pas et renforcer tout ça. C'est intéressant ce que tu dis. Il y a 2 points qui me re enfin, en fait, il y a 3 points qui me sautent aux oreilles ici. Le premier déjà, c'est que tu regardais déjà la chaîne il y a 4 ans et je me dis: «Putain, je suis vieux». Le deuxième point, c'est que, tu dis à un moment que ça paraissait trop bien parce que tu allais voir des boîtes qui avaient du répondant quand tu allais voir des débutants et ça, c'est un truc qui est terrible que j'entends souvent malheureusement, c'est que les gens qui lancent leur agence et qui vont prospecter des boîtes en démarrage, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, ces boîtes-là sont les plus accessibles, les plus faciles d'accès parce que ces gens-là eux-mêmes cherchent des clients. Du coup, ils sont au téléphone en 30 secondes si tu les appelles. Et ils ont le temps, donc les rendez-vous tombent facilement, les approches se font facilement et ça peut donner les premiers mois quand tu
obtiens les rendez-vous au début, quand tu n'as pas encore fait les rendez-vous, ça te donne une fausse impression que tout roule bien et que tu as craqué la prospection, jusqu'au moment, comme tu le dis, où tu as plein de devis dehors et puis tous les devis qui se font enfuser les uns après les autres et tu te rends compte que: «Ah merde, ce que j'avais pensé être une victoire, en fait, ne l'est pas». Donc ça, c'est un piège que tu mentionnes ici que qu'on peut retenir et qu'on pourra parler plus tard parce que c'est vraiment un point important et non, vraiment, ça, c'est je tenais à le remarquer et il y a un deuxième point que tu as mentionné, c'est le fait que comme tu n'avais et ça, je pense que ça peut aider tous nos amis ici qui ont un syndrome de l'imposteur quelque part sur la production, ça, tu en avais peut-être un, je sais pas si tu le définis comme un syndrome de l'imposteur, mais en tout cas, tu savais que tu étais pas pleinement, aligné avec toi-même sur la production, donc tu as trouvé une ressource externe qui t'a permis de l'être. Et ça, c'est un truc qu'on oublie trop souvent, mais quand on n'a pas les ressources en interne pour être capable de faire ce qu'on a envie de faire, voyons ce qu'on peut faire avec des ressources externes, comme tu as réussi à le faire. Carrément, carrément. Et ça, c'est une vraie clé. Alors déjà, syndrome de l'imposteur, je dirais pas à 100%, mais forcément, il y a toujours dans la courbe un peu de l'apprentissage, j'avais cette chance de me dire, OK, je suis conscient que je sais pas tout. Je suis conscient qu'il y a meilleur que moi. Ça, merci, merci le sport, merci de nous mettre des claques toutes les semaines, de se dire aussi, un passé où j'adore le sport, j'en fais tout le temps, tous les jours. Je suis pas un crack monumental, loin de là. Et ça me le rappelle chaque jour de voir des gens tellement forts où je me dis, mais en fait, il y a meilleur. Bah, pourquoi pas tirer leçon comme dans le sport, ok? Si je veux progresser, je vais peut-être faire un combat de judo contre un gars meilleur que moi. Je vais peut-être courir avec un meilleur que moi. Au foot, quand tu joues en Coupe de France contre une équipe meilleure que toi, trop bien. Tu viens de te prendre 5-0, tu t'es fait laver, mais t'as appris deux gars meilleurs. Bah, vas-y, pourquoi je transpose peut-être pas ça à mon business et de me dire, euh, les A-players. Voilà, l'accent anglais peut-être à revoir, mais dans l'idée, ok, bah, je vais peut-être chercher un gars qui est largement meilleur que moi, auquel je peux avoir confiance, une vraie relation, parce que moi c'est ce que je voulais, une vraie relation de confiance, ne pas prendre un prestataire une fois changé, une fois changé. D'ailleurs, je suis trop content, j'ai deux prestataires principaux qui sont spécialisés chacun dans leur domaine, et je suis jamais passé par quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça fait 4 ans et tout roule comme sur des roulettes, j'ai envie de dire avec eux. Donc voilà. Merci, merci à eux aussi parce que c'est eux qui font tourner tout ça et qui font qu'aujourd'hui les clients sont satisfaits et qu'on peut avoir des super bonnes relations avec. Ah, c'est intéressant. Je rebondis du coup sur une question technique là-dessus. Pour ceux qui veulent sous-traiter, qui regardent cette vidéo et qui veulent sous-traiter, ne veulent pas s'occuper eux-mêmes de la production, qu'est-ce que tu conseilles pour que ça se passe bien avec des sous-traitants? Je rebondis sur une question très technique, mais c'est intéressant vu que tu le vis depuis 4 ans. Super intéressant et j'en parle souvent même en coaching tous les jours sur cette strate. Est-ce que je fais l'acquisition, je produis? Est-ce que je me concentre full acquisition, je laisse la production? Voilà, c'est un long débat aussi. Comment faire? Pour moi, la clé, c'est un peu comme tout, c'est cadrer un maximum de choses. Euh, Trop souvent, on peut entendre, euh, moi j'avais un prestataire, mauvaise expérience. Lui, il était nul. Lui, il m'a mal livré. Ok, pareil, dans tout ce qui est onglet responsabilisation, est-ce que lui a mal livré ou je lui ai pas donné les clés pour y arriver? Est-ce que c'est peut-être pas moi que j'ai fait un mauvais choix? J'ai pas fait un bon cahier des charges? Est-ce que je lui ai pas donné les clés en main pour qu'il puisse faire de la qualité? C'est ma responsabilité que mon prestataire me fasse de la qualité. Et c'est pour ça que je m'efforce, encore aujourd'hui, hein, donc autant dire que on peut apprendre encore tous les jours, mais je m'efforce vraiment à ce qu'il ait le moins de questions possible, que tout lui soit donné sur un plateau et qu'il puisse se dire, OK, bah là j'ai tout en main et j'ai, entre guillemets, plus qu'à, je mets des grosses guillemets, hein, parce que c'est du vrai boulot, j'ai plus qu'à produire et faire ce que je kiffe, parce que eux, en plus, c'est trop bien, ils sont passionnés de ce qu'ils font. Je kiffe, maintenant je vais développer le site, ils ont envie. Mais si, je me mets à leur place. Moi, si je suis prestataire, on me livre un cahier des charges top, on me donne toutes les explications, les objectifs pour ce client. Je me dis, waouh, eux, ils travaillent avec aussi d'autres personnes, hein. Ils se disent, mais les autres me font pas ça. Ils ont envie, je pense, peut-être j'extrapole, mais je me dis, ils ont peut-être aussi envie de se donner un peu plus pour moi et leur qualité, ils sont encore plus réactifs, encore plus présent pour moi. Et c'est ce qui fait qu'on a une super bonne relation, une relation de confiance, de proximité. Donc ça, c'est top. Je dirais la clé, cadrer un maximum et que c'est notre responsabilité de faire en sorte qu'ils arrivent à faire un résultat top. Ouais, ça c'est un truc qui est difficile à accepter au début, mais que la responsabilité, elle remonte toujours vers nous, en fait, hein, dans le sens où, même si le profil même si il s'avère que le profil n'est pas bon, ça reste notre responsabilité parce que c'est nous qui avons choisi ce profil. Pas lui qui est arrivé par hasard dans le business, c'est nous qui l'avons sélectionné. Donc c'est notre responsabilité sur le recrutement, l'onboarding, la formation, le cadrage comme tu l'as dit et tu as mentionné un point qui est super important qui est le cahier des charges. Donc le fameux document dans lequel tu résumes, tout ce que tu veux que ton prestataire
interface pour toi, bah effectivement, c'est lui qui va conditionner la qualité de ce que tu vas recevoir. Donc c'est de très bons points. J'ai envie de revenir un peu en arrière sur un point que tu as évoqué au tout début. On parlait, avant qu'on parle de ton client à 8 500 €, tu as parlé de ta prospection au démarrage. Tu as évoqué le réseau, donc le réseau, on va dire, personnel entre guillemets, c'est-à-dire, les niveaux 1, 2, 3, 4. Alors, pour ceux qui ont pas la ref ici, j'ai fait, je crois, des vidéos sur le sujet, mais niveau 1, donc c'est nos proches, le cœur, donc les familles, la famille, les amis, et cetera. Le niveau 2, c'est les gens qu'on ne connaît pas, mais que nos proches connaissent, donc auxquels on a accès à travers nos proches. Puis 3 et 4, c'est le réseau, on va dire, géographique et puis entrepreneurial dans notre localité, et cetera. Toi, est-ce que tu as, donc je commence avec une première question là-dessus, est-ce que tu as trouvé des clients, on va dire dans les 6, 12 premiers mois, dans tes réseaux de niveau 1 et 2? Est-ce que tu t'en es servi pour signer au début? Alors moi, carrément, carrément. Alors je mets direct aussi un petit point de vigilance, on pourrait dire, petit point de vigilance, c'est que on a tendance, alors je ne veux pas parler au nom de tout le monde, hein, forcément il y en a qui ont beaucoup plus de réseaux que d'autres. Moi personnellement, honnêtement, c'est pas mon cas. J'ai personne dans ma famille qui a une entreprise. J'ai pas un ami à moi qui a une entreprise qui m'a dit, oh ben allez, j'ai 5 000 € à lâcher tous les mois, c'est pour toi et régale-toi. Pas du tout. Et c'est pour ça que je suis persuadé qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne, mais on est tous capables d'avoir un réseau. Moi, dans mon réseau niveau 1, j'ai pas eu de clients. J'ai pas de clients dedans. Par contre, c'est des personnes qui m'ont ouvert la voie. Ok, tu travailles là, tu le connais, tes habitudes. Quelles sont tes habitudes? Ah, tu vas tout le temps manger là-bas. Ah oui, d'ailleurs, je m'entends bien. Mais en fait, le restaurateur, il me voit 3 fois dans le mois. Trop bien. Tu vois, par exemple, tu crois que je peux y aller et dire, voilà, on se connaît et tout. Au début, c'est un peu timide. C'est comme un peu le piston, t'as l'impression. Moi, j'ai détesté cette idée de Mmh. piston à l'époque. Et j'ai compris que non, en fait, mauvaise vision. C'est pas du piston, c'est ça le réseau, finalement. Donc, comme un peu, je pense, il y avait ce syndrome de moi, voilà, jeune peut-être, il y en a qui se reconnaîtront, pardon, peut-être. Moi, si je réussis, c'est grâce à moi, c'est pas grâce à quelqu'un d'autre. Je veux aller foncer tout droit. Et je me suis dit, mais c'est tellement bête. En fait, je peux être relié par des gens. Ok, toi, tu travailles là. Donc, j'ai pas eu de clients directement dans mon réseau niveau 1, mais eux m'ont apporté, m'ont ramené vers des entreprises. Mon réseau de niveau 2, pareil. Je me suis dit, mais la première fois que j'ai entendu ça, je me dis, mais mon réseau de niveau 2, moi, en fait, il est léger, niveau 3 il est léger. Et après, je commence à réfléchir, je me dis, mais ok, j'étais à l'école ici. Il y a eu des intervenants profs, j'ai fait du foot, je connais tout, voilà, je connais, même si c'est pas personnellement, les entreprises de la région de nom, je sais, ok, lui il est chef de cette entreprise, il est sponsor là, lui il est sponsor dans mon club, lui il est sponsor ci. Je dis, mais vas-y, et si je faisais pas genre la liste de tout ça, et très facile, je les contacte, je leur dis, ah, mais trop bien, vous êtes sponsor dans ce club-là. Bah, d'ailleurs, moi, je suis un joueur dans ce club-là, ou moi, je connais très bien ça. Bah, pourquoi il me refuserait un appel? Pour le moment, je lui vends rien. Donc, en fait, voilà, je me suis dit, en fait, on a beaucoup plus de réseaux, peut-être pas de réseau de niveau 1, on a tellement de réseaux. Et quand on n'a pas de réseau, on peut se le créer. C'est là aussi, il faut pas se mettre de barrière. Les réseaux entrepreneuriales, moi, personnellement, je connais pas de chef d'entreprise. À la base, bah, aller à des, voilà, j'avais un ami qui organisait ça, apéro entrepreneur, des trucs comme ça. C'est même pas, je crois même pas que c'était payant. C'était café business, apéro entrepreneur. Maintenant, ça allait peut-être. Et ensuite, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Ben, peut-être que quand je vais vendre mes premiers sites, je vais peut-être m'inscrire et je vais peut-être être membre d'un groupe. Donc voilà, chaque chose en son temps. C'est aussi ça où je pense qu'une des clés, on pourra en parler après, un peu des différentes règles et tout ça, qui font aussi le succès, c'est chaque chose en son temps. Il faut avoir des objectifs réaliste. On peut être ambitieux, mais il faut rester réaliste et pas me dire, OK, j'ai mis des actions en place. Si dans une semaine et demie, ça paye pas, j'arrête tout. Non, parce que là, c'est voilà, vitesse et précipitation, ça fait pas bon ménage. Faut être réaliste, faut savoir qu'il y a le volume qui met tout en place. Il faut du temps, faut lancer le cycle, c'est que des cycles. Ça pourrait aller loin, on pourrait parler de ça pendant des heures et des heures, je pense. Ouais. Bah, je pense qu'il y a assez, pour conclure ça, je pense qu'il y a assez d'exemples comme quoi, le réseau peut fonctionner même quand on pense ne pas en avoir, comme quoi la prospection fonctionne. Donc, maintenant que vous savez, après avoir vu, je sais pas, 100, 200, 300 exemples, que ça fonctionne, on sait que ça fonctionne. Maintenant la question c'est quand est-ce que ça va fonctionner? Et la seule mission ici, maintenant, c'est plus ne plus s'arrêter à passer à l'action jusqu'à ce que ça fonctionne, tout simplement. C'est intéressant ce que tu dis sur le réseau, le fait qu'on peut s'en bâtir un. Je pense que alors tu disais, il faut être patient et en même temps, ça va plus vite que ce qu'on imagine le réseau parce que tu vois, cet exemple, imagine que tu pars de zéro, tu as aucun réseau entrepreneurial, tu te rends compte qu'il y a un sponsor, ton équipe de foot, qui a une belle boîte et que tu peux contacter facilement. Bah, il suffit que
ce sponsor, ce chef d'entreprise, t'es à la bonne, se disent tiens, sa démarche, elle est sympa, je vais aller manger avec lui. Ce gars-là rentre dans ton réseau, tu viens de t'ouvrir un réseau de niveau 2 techniquement, parce que lui maintenant fait partie de ton niveau 1. Tu viens de t'ouvrir un niveau 2 énorme d'entrepreneurs grâce à lui. C'est ça qui est incroyable, ça peut aller super vite. Petite anecdote, ce qui est drôle, c'est que nous, le logo qu'on a créé, c'était le S de mon nom de famille, qui fait une toile, qui tisse sa toile. Et pour moi, le réseau, quand tu m'en parles comme ça, c'est vraiment, voilà, nous, c'était un peu le storytelling, on tissait ensemble votre présence sur la toile, donc sur les réseaux. Et là, c'est pareil avec le réseau. On tisse notre toile, on voit un gars, on tisse notre toile sur le réseau de niveau 2. Finalement, on rencontre une personne qui nous présente, on extrapole peut-être, mais 10. Sur ces 10, si chacun nous en présente 3, 4, 5, en fait, c'est monstrueux. Mais c'est à nous d'être dans l'action et pas passif. C'est un peu Mmh. c'est un peu ce qui est le sujet sur lequel on revient toujours. Mais Ouais, faut être moteur. Il faut être moteur et puis il faut comprendre que le réseau, c'est un pouvoir incroyable et effectivement, ce que tu as dit avant, alors ça, c'est un truc c'est vrai, je crois que je l'entends depuis 6 ans et c'est peut-être le truc qui me met le plus en colère, c'est les gens qui me disent: «Je veux pas utiliser mon réseau parce que je veux d'abord trouver des vrais clients». Ça me rend fou, ça me rend ouf, je te jure et parce que en fait, je pense que c'est aussi, là, c'est, un truc, là, on est sur de la psychologie de comptoir, OK? Mais on est au PMU. Mais pour moi, c'est très, c'est la culture peut-être en France de il faut sou et je pense que c'est lié à la religion, il faut souffrir pour mériter. Je pense que c'est un héritage religieux. Et du coup, on a presque une gloire à galérer. Alors que tu vas à côté américain, moi qui ai grandi entre les 2, il y a aucune gloire à galérer aux États-Unis ou au Canada. Enfin, je veux dire, il y a et au contraire. Donc, c'est un point intéressant qu'on peut, si vous regardez la vidéo, retenez bien qu'il n'y a aucune gloire supplémentaire à choisir le chemin difficile. Vous allez juste perdre du temps et perdre de l'argent. Et le réseau, au contraire, est votre première ressource. le premier facilitateur et de vitesse, mais je te rejoins totalement là-dessus. Alors, petit truc un peu perso, mais j'écoute beaucoup de podcasts et tout quand je cours ou autre. La musique, au bout d'un moment, toi qui cours aussi un peu, voilà, ça remplit la tête. J'entendais ça justement la dernière fois et ça m'a vraiment marqué. On a cette culture de plus on met d'efforts, plus on est dans la difficulté, plus belle sera la victoire. C'est un peu comme au sport. Plus tu fais une Mmh. séance, plus tu souffres. C'est quand tu souffres que ça travaille. Non, en fait, viens, on fait les choses intelligemment. Maintenant, ceux qui courent, ils savent que 80% du temps, courir en endurance fondamentale. Je grossis les traits, je suis pas coach sportif, mais faut être tranquille, faut accumuler les kilomètres, faut pas toujours taper dedans. Là, c'est pareil. En fait, pourquoi on ne simplifierait pas la vie si on sait qu'il y a des accélérateurs qui te simplifient la vie? Bah, est-ce que c'est vraiment une gloire de galérer et de se dire, bah, moi, j'ai réussi ma boîte, ça fait 20 ans que je galère, que je tape de 5 heures à 23 heures. Non, en fait, moi j'ai envie de te dire, t'as peut-être perdu 15 ans et t'as perdu 15 ans d'espérance de vie parce que là, tu t'es ruiné aussi la santé, tu vois. Alors, Bah oui. c'est contre-intuitif et moi qui est pas la culture des States, ce que tu dis, ça me parle beaucoup. Ça me parle Ah beaucoup. ouais. Bah tiens, pour la métaphore sur la course, honnêtement, quand tu me dis que tu n'utilises pas ton réseau pour commencer, c'est comme d'aller chercher la gloire en courant ton premier 10 kilomètres pieds nus, au lieu de prendre des belles baskets, quoi, tu vois? C'est la même chose. Les baskets, c'est un petit plus, ça va t'aider. Ça n'empêche pas que tu as fait les efforts pour faire les 10 kilomètres, ça n'empêche pas ta force mentale pour te lancer dans les 10 kilomètres. Mais ça te permet de finir plus convenablement et de pas être épuisé à la fin et de pas avoir les pieds qui saignent, quoi, tout simplement. Carrément, carrément. Non mais ouais, totalement. Donc le réseau, ça t'a été utile. Tu as fait de la prospection aussi, si je comprends bien, à froid physique, comme tu as fait pour trouver ton 1er client à 8005. Et tu as évoqué, un 3e type de prospection, il me semble. Tu avais dit le réseau, tu as dit le physique et Il me semble que j'ai dit bah, le réseau perso et pro, du ah coup, OK. Ah oui, et bah, c'est ça. la prospection physique. Et en fait, on s'est inscrit à un réseau. Et ça, c'était à la suite, ben, du coup, avec la marche qu'on se faisait, on s'est dit, vas-y, comme je dis au début, on investit en nous. Bah, on investit en nous, c'est quoi? C'est une petite somme hein, quand tu débutes, mais je crois que c'est 1500 plus inscription, on n'était pas loin des 2000. Mais on s'inscrit dans un réseau BNI. Donc, ok, là-dessus, on s'est inscrit dessus. C'était pas dans une énorme ville, c'était pas le plus dynamique, mais ça nous a fait des contacts, ça a fait des projets et ça nous a permis en final de rencontrer du monde. Bah, d'ailleurs, nous, on a Gaëtan Tu en peux, coach qui, excuse-moi, tu lui, peux connaît rappeler bien. rapidement ce que c'est, BNI pour tout le monde ici? Parce que nous, on en parle Ouais, souvent entre nous, mais le ouais. concept et comment ça fonctionne? Alors, le concept du réseau BNI, pour essayer de simplifier au maximum, c'est un réseau d'entrepreneurs où on se retrouve toutes les semaines. Donc, ça peut être un peu contraignant, mais c'est moi, au contraire, je pense, ce qui fait sa force. On se regroupe, on peut inviter du monde, donc
voilà, pour ramener un peu du contact, ramener aussi voilà, de l'intérêt, du dynamisme. L'objectif dedans, c'est qu'à chaque fois, c'est de se ramener des affaires. Le slogan, si je me trompe pas, c'est donner pour recevoir. Donc ça, je pense que dans tous les secteurs du monde, c'est le cas et c'est ce qui marche. On donne pour recevoir. Nous, on parle beaucoup de donner de la valeur. C'est en donnant de la valeur qu'on reçoit la confiance et les contrats. Et là, c'est donner pour recevoir et il y a à chaque fois un expert d'un domaine. On a peut-être un avocat, on a un consultant en communication digitale, on a un notaire. Il y a à chaque fois une personne d'un domaine bien précis. On se rencontre toutes les semaines, on parle, on dit les avancées. Il faut s'apporter. L'objectif, c'est voilà, d'être impliqué, s'amener du business. Mais ce qui est intéressant en plus de ça, c'est que on peut se dire, ouais, mais si vous êtes 20, vous êtes 25, tu vas pas faire un site à tout le monde. Mais non, mais en fait, on va peut-être faire un site à une, deux personnes, peut-être même à zéro. Et pourtant, c'est un bon investissement parce que si je parle avec l'avocat du coin, il connaît tellement de boîtes. Si je parle avec le notaire du coin, il connaît tellement de boîtes. Si je parle avec le paysagiste, il va me dire au cours d'une conversation, OK, mais moi j'ai fait là pour la collectivité là, je le connais très bien. Ah OK, mise en relation. Et on s'ouvre un réseau monstre finalement avec cette inscription. Et c'est cette confiance. Et pourquoi eux nous ouvrent le réseau? Ben parce qu'on fait partie d'une communauté. Et Hmm. la communauté, aujourd'hui, pour ceux qui s'intéressent au marketing digital ou au marketing en général, à tout ça, qu'est-ce qui fait la force d'un événement, d'une marque, d'une entreprise? C'est la communauté, on peut aller plus loin, c'est les ambassadeurs, c'est créer quelque chose de commun, un sentiment d'appartenance. C'est ça la vraie force finalement des réseaux et des groupes. Ouais. Et je t'ai coupé au moment où tu allais parler de Gaëtan. Ah oui, bah, parce que finalement Gaëtan c'est le meilleur exemple. Alors je vais pas parler en son nom du tout, mais Gaëtan il est coach aussi AGS du coup. Euh, on se voit une fois tous les mois lors de la réunion d'équipe qu'on organise. Et Gaëtan, lui, pareil, je mets des pincettes, hein, je le laisserai peut-être s'exprimer là-dessus. Lui, il a une énorme partie, tu le sais sans doute mieux que moi, de son chiffre d'affaires, de son taf qui vient du BNI parce qu'il est super impliqué. Il a compris comment ça fonctionnait. Il est très investi et en fait, il cartonne et il conseille. D'ailleurs, lui, c'est parmi les coachs celui qui conseille le plus le réseau pro. Pourquoi? Parce que lui, il l'expérimente au quotidien et que lui, ça a fait un bond énorme. Donc, ouais, c'est vraiment la personne vraiment à même d'en parler. Bah, ça, d'ailleurs, je mets une parenthèse, mais c'est important pour nous dans AGS, donc on a la chance de vous avoir comme coach, tous et ce qui est important pour nous, c'est que donc vous puissiez, partager les infos aussi, comme on les présente habituellement dans AGS, mais avec votre touche personnelle et ce qui fait votre force, c'est d'être sur le terrain tous les jours et d'avoir une connaissance terrain, mais ça vient aussi avec un bagage qui va être un peu différent selon les uns et les autres. Toi, tu t'as fait beaucoup de réseaux perso, du coup et de physique. Gaëtan, lui, si je me rappelle je l'ai interviewé il y a quelques temps. J'aimerais bien, faire une nouvelle vidéo avec lui, comme sur ce même modèle, mais quand je l'avais interviewé, on avait parlé des BNI et si je me trompe pas, il avait encaissé 53 je crois, c'est le chiffre que j'ai en tête, 53 000 €, directement via le BNI à sa première année d'activité. Ce qui est incroyable parce que comme tu l'as dit, alors oui, c'est un montant, 1 500, 2 000 € à sortir quand on démarre, c'est pas facile, mais oui, tu te débloques enfin, du jour au lendemain, un niveau 2 incroyable et dans son cas, 50 000 balles qui tombent la première année, là, le ROI est bon, quoi. En soi, c'est comme la question que tu me posais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on peut résumer aussi beaucoup de choses avec une vision mathématique simple, avoir en fait cette vision entrepreneuriale. Pourquoi un chef d'entreprise choisirait un site avec nous? On parle beaucoup de sites, mais ça peut être du SEO, du SIA, peu importe. Mais pourquoi il nous choisit? Parce qu'il voit l'intérêt, il voit un ROI. Mais nous, c'est pareil. Si tu dis à quelqu'un, va payer 2 000 € à un BNI pour aller prendre le café ou manger un couscous une fois par an, moi, ça me fait pas rêver. Mais si tu me dis, OK, mais vas-y, parce qu'en fait, un seul site que tu vas vendre, t'es dans tes frais. Je me dis, OK, si un, je suis dans mes frais, mais si j'en vends quatre, c'est que du bénéf pour passer 1 heure ou 1 heure et demie chaque semaine à un endroit. Mais pourquoi, tu vois, pourquoi réfléchir? Alors oui, alors il y en a, ils ont des contraintes, mais il faut aussi avoir cette vision-là. On ne reçoit pas des clients, on n'a pas une agence à partir de zéro. Pourquoi? Parce que forcément, il faut un ordinateur, il faut un peu de matériel, il y a un peu d'investissement. Ça a un coût forcément d'acquérir aussi, on peut lire, il y a un coût d'acquisition. Pourquoi? Si on va aller dans les détails, il faut peut-être avoir de l'essence, peut-être une voiture. Et encore que, j'ai une belle anecdote là-dessus. Encore que, moi j'ai accompagné Yanis, alors je pense qu'il regardera cette vidéo, ça risque d'être drôle. Yanis, au bout de 5 semaines, je me suis rendu compte, je me dis merde, mais est-ce que j'ai pas peut-être oublié de lui poser des questions? Parce un jour, il vient, il me dit, j'ai pas réussi à mettre en place mes objectifs. Donc, objectifs en matière de volume sur de la prospection physique. Ouais, organisation compliquée, enfin, les excuses, et des fois les excuses se tiennent, hein. Mais je lui dis, mais comment ça se fait? Il me dit, bah là, franchement, j'ai galéré, il pleuvait tellement, tout, et ouais, fatigué, j'ai pas réussi. Je lui dis, mais pourquoi il pleuvait? T'as un scooter, qu'est-ce que t'as? Tu vas à vélo? Enfin, il me dit, ah non, mais
moi, j'ai pas le permis, j'ai pas de voiture. Je dis, quoi? Ça fait 2 semaines que tu fais les approches, que tu obtiens tes premiers R1, que tu as des super bonnes approches. Je me dis, mais trop fort. Et il me dit, non, j'ai pas le permis, j'ai pas de voiture. Pour me dire finalement que il prenait le car, donc ça lui faisait des journées, mais il finissait sur les rotules et il faisait du stop. Alors, je sais pas si tu as déjà eu ça, moi j'ai eu ça. Il faisait du stop. J'avais Et à jamais entendu ça. partir, bah, ça c'est parmi les. Ça fait depuis avril que je suis coach, j'ai des anecdotes très fortes. Et je me suis dit, et à partir de ce moment-là, merci Yanis, hein, je le réutilise en exemple. Quand des fois j'ai des gens qui ont un peu des blocages, des peurs, ce qui est tout à fait normal, il faut aussi le dire, hein, c'est pour ça qu'on travaille là-dessus. J'aime bien aussi dire, OK, qu'est-ce qui te limite? Moi, honnêtement, je suis sûr qu'on est capable de faire plein de belles choses avec les moyens qu'on a. Et Yanis, c'était l'exemple numéro un. Je me dis, en fait, il était capable d'aller décrocher des rendez-vous en physique en faisant du stop ou en prenant le car. Je me disais, c'est lunaire. Mais Tu lui incroyable, files c'était une une vraie voiture, lui, leçon. il te pète les scores. C'était une leçon. Et dans ses objectifs, c'était ça. C'était, bah, en fait, moi, mon objectif maintenant, c'est euh, de vendre mes premiers sites avec la marge. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a passé le permis, il a eu ses heures de conduite. Trop content, on est encore en contact, donc super. Comme avec beaucoup d'élèves, finalement, et de coachés que j'ai accompagnés. Et après, maintenant, objectif, voiture. Voilà. Et sauf que lui, tu lui donnes ça, c'est le plus beau cadeau du monde. Parce que ça va lui faire gagner un temps monstre. Pour d'autres qui ont tout entre les mains, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, finalement, on a tout entre les mains pour passer à l'action. C'est des fois des choses un peu plus profondes à débloquer. Mais voilà, petite anecdote assez folle, je trouve, qui, moi, m'a marqué. Mais c'est beau hein, de voir ça, de voir autant d'entrepreneurs en démarrage qui ont une force mentale, parce que mine de rien, enfin, je veux dire, bon, l'être humain est résilient, certes, mais il faut quand même y arriver à être résilient à ce point-là, tu vois, à passer ses journées dans le bus pour aller poser les plaquettes, les audits, faut être fort. Et j'ai été surpris, en plus, et puis très souvent, tu le lis pas sur le visage, hein. Mais c'est toujours une belle surprise, je trouve, de découvrir ça. Et il y a, peut-être, c'était l'année dernière, je crois. J'ai une surprise aussi. Bon, moi, dans une de mes vieilles vidéos, je partageais au tout début de ma prospection avec mon agence que je vivais à Shawinigan, donc à 1 heure et demie de Montréal, et j'avais pas du tout d'argent, évidemment, et donc j'avais pas l'argent pour payer l'essence pour faire les allers-retours. Donc je dormais dans ma voiture à Montréal pour faire des sessions de 2 3 jours de prospection. Et j'étais en coaching avec un gars qui avait de très bons résultats, et vraiment, le coaching était clean, il arrivait à faire tous ses volumes, etc. Et à un moment dans la conversation, il me lâche, mais ça faisait déjà au moins un mois et demi, 2 mois qu'on était en coaching. Il me lâche, ah, puis fun fact, je fais comme toi. Puis comment ça comme moi? Il me dit, bah, je dors dans ma voiture pour prospecter. Et en fait, j'apprends qu'il vit à la campagne, il prend sa bagnole, il roule des 2 heures, des 3 heures. Il peut pas se payer l'hôtel encore. Et du coup, il dort dans sa voiture à chaque fois. Mais je me dis, mais c'est incroyable. Et ce gars-là est grand smile dans ses prospections, dans les coachings, quand j'ai des call reviews. Donc, quand j'entends les enregistrements qu'il fait pour approcher les prospects, il est souriant et tout. Alors, pour certains, ça serait la fin du monde. Et tu vois, cette force mentale, on peut dire ce qu'on veut. Je pense que n'importe qui peut avoir des résultats et monter une agence qui tourne, notamment atteindre les 5, 10, 15, 20 000 euros. Je pense que ça, n'importe qui peut l'atteindre. Mais dans la rapidité à laquelle tu vas l'atteindre, cette force mentale-là, cette capacité de résilience, elle a un rôle à jouer. Et ça, d'ailleurs, c'est pour ça que tu parlais du sport tout à l'heure. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle, et là, on va aborder un peu le sujet des grandes clés qui font les succès des agences et des agences en démarrage. Tu parlais du sport plus tôt. Bah, les sportifs, très souvent, on les retrouve parmi ceux qui ont le plus de résultats le plus rapidement. Je peux en citer un, Mathias, qui est arrivé chez nous quand il avait 19 ans, si je me trompe pas. Il a monté son agence en alternance. Il était bodybuilder à 19 ans, donc déjà sacré physique pour 19 ans. Et 22 ans, il a atteint les 100 000 par mois. En partant de zéro avec nous, et j'ai jamais vu ça. En 2 3 ans, 100 000 par mois. Les sportifs ont souvent cette capacité de résilience et cette discipline aussi à passer à l'action. Carrément. Bah là, je peux que être 100% d'accord. Moi, j'aime bien mettre ce lien entre sport. Justement, j'en parlais encore ce matin au coaching. Je disais, mais finalement, faut prendre les qualités qu'on a nous dans notre vie. Peu importe, hein, il y en a, ils sont fans de cuisine. Moi, c'est le sport qui me parle un peu plus. Mais quelles sont tes qualités dans le sport? Comment je peux les transposer à ma discipline? Tu parlais de Mathias. Moi, personnellement, les coachés que j'ai accompagnés avec des bons résultats, il y en a deux là qui me viennent en rapport avec le sport. Mathieu, on a fait en 1 mois et demi de prospection quasiment 30 000. J'ai pas envie de dire de conneries, 28 500. Voilà, donc quasiment 30 000. Malheureusement, on n'a pas atteint la barre symbolique, mais franchement, c'était fou. Mathieu, dès le début, première session, il me dit, je suis boxeur. Je me dis, trop bien. Nous, on va se comprendre, on va mettre tout ça. Et lui, c'est quelqu'un de résilient.
Je pense quand tu te prends des coups dans la tête et que t'en remets derrière, c'est que tu sais encaisser. Donc un refus d'un gars qui dit je suis pas trop intéressé, bon, il en a vu d'autres. À côté de ça, j'ai eu Léo, il fait de la boxe thaï, il a fait des combats, j'ai pas envie de dire de conneries, peut-être en Thaïlande ou en Asie. D'ailleurs, il fait toute sa prospection depuis l'Asie. Pareil, c'est un gars, il y va, il fonce. Et les refus, ça impacte un petit peu, mais on y retourne. Pourquoi? Bah, dans le sport, c'est pareil. Moi, je faisais du judo. Quand tu te fais latter une fois ou deux, bah, tu comprends que c'est pas la fin du monde et qu'il faut retourner sur le tatami la semaine d'après. Quand tu fais du foot, c'est pareil. Quand tu cours, on pourra en parler un petit peu. Moi, j'aime bien courir, mais courir longtemps et des marathons, des ultra trails. J'ai fait un Alpha Ironman cette année. Mais quand tu fais des trucs comme ça, si t'as pas de résilience, si tu te dis pas, j'ai pas envie de sortir parce qu'il pleut, parce qu'il neige, j'ai pas envie de courir, de faire du vélo, d'aller à la piscine alors qu'il fait -10. Bah ouais, mais c'est pas grave, tu peux ne pas y aller, tu peux rester chez toi, mais le jour J, c'est toi qui vas souffrir et qui va pas arriver au résultat que tu veux. Donc, voilà, il faut mettre un peu aussi ces qualités qu'on a à côté au service de notre business. Et ça, c'est une clé, je pense, beaucoup trop, mais beaucoup trop sous-cotée, vraiment. C'est intéressant. Quelles autres clés tu vois, si tu prends, tu as accompagné quand même donc tu le disais plus de 40 personnes dans leur lancement, dont des très beaux succès. Quand tu penses à tous ces succès que tu as pu croiser et aider aussi à forger, quelles ont été les clés du succès que tu as pu croiser? Des points que tu as envie de partager ici et qui pourront aider ceux qui regardent cette vidéo? Ouais. Alors franchement, je pense que autant on pourrait en faire une vidéo totale, autant je pense qu'il n'y a pas besoin non plus de dire 50 points parce que ça se résume très facilement, comme les erreurs courantes se résument souvent sur les doigts d'une main. Pour moi, les qualités aussi se résument sur les doigts d'une main. Je vais essayer de pas trop de pas parler pendant 20 minutes sur chaque point, mais pour moi, il y a déjà quelque chose de très basique, c'est agir, agir tout simplement, parce que on rencontre trop de personnes. Et c'est pas un défaut, mais qui réfléchissent, qui ont des top idées, qui ont des compétences, qui ont tout, mais qui n'y arrivent pas. Ils disent non, mais j'ai pas réussi. Et après, alors, moi, ce que j'aime bien, c'est aussi avoir une vision cartésienne, on va dire. C'est de se dire, on verra hein, peut-être tu pourras me dire ou dans les commentaires si c'est le bon mot cartésien, je suis pas sûr. Mais on pose clairement, ok, t'as pas réussi, mais qu'est-ce que tu as mis en place? Ben, j'ai réfléchi à ci, et là, une fois, j'ai vu lui, ça n'a pas marché. Ok, concrètement, voilà, t'as vu combien de personnes, combien de fois tu as eu de rendez-vous? Ah non, mais ça, non. Ok, mais malheureusement, on peut pas dire que ça n'a pas marché parce qu'il n'y a pas eu d'action. Tu as des super bonnes idées, tu es peut-être le meilleur développeur, le meilleur créateur de site dans ton coin. Mais ça, en fait, si tu es dans ton coin et que personne ne le sait, en fait, ça Mmh. sert à rien. Malheureusement, et c'est peut-être dur à dire, mais c'est pas les meilleurs développeurs, c'est pas les meilleurs créateurs de sites qui vont faire le plus de chiffres. Un vendeur qui fait pour moi, un très bon vendeur qui fait des sites moyens, ou même nous, on pourrait regarder, on pourrait dire, ah, il y a beaucoup de choses à revoir, comme c'est pas top ce qu'ils ont fait, mais il peut avoir des chiffres exceptionnels. Pourquoi? Parce que il y a une importance de compétence, mais si on n'a pas la compétence, il y a d'autres solutions qui existent. Mais l'important, c'est pas dans ses compétences techniques, en tout cas derrière un ordinateur. C'est les compétences peut-être relationnelles, savoir vendre, c'est le nerf de la guerre. Donc ouais, vraiment l'action, et finalement, je dirais que c'est un cycle. Voilà, c'est comme dans tout, c'est OK, je mets en place, donc j'agis, je teste, je me fais un feedback. euh, Qu'est-ce qui a marché, j'appuie dessus. Qu'est-ce qui n'a pas marché, j'améliore. Et tac, je recommence. Je recommence. Donc je teste, j'ajuste, je recommence. OK. Pourquoi? Parce que c'est pas la première semaine de prospection qu'on va faire les meilleures prospections. Comme je le Non. disais, moi, dans l'entreprise avant, j'avais deux commerciaux terriens avec moi. Kevin, il devait avoir, je sais pas, 35 ans. J'avais Tony, il devait avoir 50 ans. Mais même les deux, des très bons commerciaux. Mais je suis persuadé, on leur parle, ils disent, ah, mais ils apprennent tous les jours. Ils apprennent tous les jours. Et c'est pour ça que finalement, c'est se lancer qui est le plus intéressant. Parce que ta première prospection, faut pas se mettre en faire des montagnes. Elle sera pas parfaite. Même ta 20e sera pas parfaite. Peut-être dans 10 ans, t'en feras une, tu te foireras. Mais si tu te lances pas, tu sais pas là où t'es bon, là où t'es pas bon, on peut pas ajuster. Donc on est dans l'inconnu. Et à partir de aucune base, c'est compliqué d'avancer. Et il y a un point qui est important là-dedans aussi, et je suis parfaitement d'accord avec tout ce que tu as dit. Et j'ajouterais la constance de l'action, parce que quand tu dis agir, il y en a certains aussi qui vont faire des pics d'action, suivis de grandes périodes de pause. En fait, c'est la constance de l'action qui fait déjà que l'action est de plus en plus facile, parce que ça devient une routine et c'est moins une douleur quand on fait un petit peu tous les jours. Donc, vaut mieux en faire, genre, la prospection, typiquement. La prospection, c'est le gros sujet. Vaut mieux faire 1 heure de prospection par jour ou même une demi-heure par jour que d'essayer de faire 8 heures de prospection un lundi sur deux. Parce que ça devient pénible à faire, c'est un poids psychologique, alors que quand tu le dilues
c'est beaucoup plus facile et surtout, quand tu le fais de façon constante, bah, tu peux chaque jour essayer d'améliorer une nouvelle variable et essayer d'améliorer de 1 ton taux de conversion et ça fait rigoler, mais au bout d'un mois, bah, tu fais du 30, 40, 50 de conversion et là, ah, tu fais de l'argent. Ouais, bah franchement, ça, totalement. Ça peut en aider certains. C'est un peu, voilà, on peut le voir sous plein de formes. On parle beaucoup de sport depuis avant. Ça peut être un jeu vidéo. Ok, je suis comme dans un jeu vidéo. Faut que j'améliore ça. Faut que mon perso, moi, je suis pas trop geek dans l'âme. J'ai pas les meilleurs exemples, mais faut que mon perso, il ait une meilleure cape. Faut qu'il ait une meilleure arme. Bah ouais, mais en fait, toi, t'es le personnage. Faut que tu t'améliores de jour en jour pour aller de l'avant. Et franchement, là-dessus, pareil. Au début, quand on parle de prospection même avec les coachés, ils vont me dire. Ah, mais là, on fait que ce volume, plein d'enthousiasme, on fait que ce volume. Moi, je serais chaud à faire 5 fois plus de volume. Ouais. Mais en fait, erreur numéro un, on est tellement chaud, on est tellement dans la dynamique, dans la motivation. Sauf que la motivation, on le sait, la motivation, c'est pas linéaire, c'est pas de la discipline, c'est pas de la résilience. On est chaud au début, on va faire 50 approches dans la semaine. Trop bien. Mais moi, si tu me fais, enfin, je dis si tu me fais, mais si tu fais, parce que voilà, je suis pas au sein de ton agence, mais si tu fais 50 et qu'après pendant 3 mois tu fais rien, tu lisses le tout. Malheureusement, tu n'as ni progressé, tu as fait 50 approches d'un coup, mais si tu lisses le tout, t'as quasiment rien fait. Bien, on fait 5 fois moins, mais par contre, on va le faire sur le moyen long terme. Et ça me fait penser du coup à un autre point ultra clé qu'on sous-cote, je pense, beaucoup trop, mais qu'on sous-cote beaucoup trop, c'est avoir une vision. Pourquoi on fait les choses? Le fameux why, un peu Simon Mmh. Sinek, de se dire, putain, pourquoi je fais les choses? J'ai pas envie là d'aller courir parce qu'il pleut. Ouais, mais je sais pourquoi je le fais. Mais j'ai pas envie d'aller prospecter parce que là, je suis fatigué. Pourquoi je le fais? Pourquoi je fais les choses? Parce que j'ai un objectif dans. Voilà, moi, j'ai un truc que j'aime bien partager avec les coachés et que voilà, ceux qui écoutent la vidéo, c'est un peu une introspection, mais je pense que ça peut être une clé, mais un peu concrète. Alors, c'est du taf, ça prend pas 10 minutes, mais c'est de se dire, se projeter. Moi, ça m'a beaucoup aidé et je trouvais ça très compliqué. Surtout quand on est jeune, c'est dur de dire, ouais, tu te vois où toi dans 25 ans? Ah, dans 25 ans, mais moi, il y a 4 ans, je savais même pas ce que je faisais samedi soir. Si j'allais pour me boire un coup, voir des potes, aller au cinéma, aller au restaurant, je savais même pas ce que je faisais le samedi. Donc dans 25 ans, autant te dire que c'était compliqué. Mais moi, il y a un exo que j'aime bien dire, c'est où te vois-tu dans 25 ans? Habiter où? Avec une famille? Avec quoi comme voiture? Dans quel coin du monde? Ok, mais si tu sais en fait où tu veux être dans 25 ans, viens, on découpe finalement. Si je veux Mmh. y être dans 25 ans, où est-ce que je dois être dans 20 ans? 15, 10, 5, dans 1 an? Et à partir de là, on sait les étapes et on se dit, quelle action je mets en place pour y être dans 1 an. Parce que ça sert à rien de se projeter non plus, mais de savoir que en fait tout ça c'est un processus. Et je citais Gaëtan avant, on va tous les citer, je pense. Je citais Gaëtan avant et là ça me fait penser à ce que Pascal dit. Pascal qui est coach du coup aussi chez AGS, j'adore échanger avec lui et qui est super bon dans tout ce qui est mindset, PNL et tout ça. C'est une source Il de est connaissances, de coach savoir. mindset, je crois, et préparateur mental depuis 15 ans, c'est comme ça. Ouais. Dans le sport et dans et niveau Ouais. business, donc en fait, c'est une source de connaissances. C'est vraiment, c'est un crack. Voilà. Je sais pas s'il connaît ce terme, il est pas si vieux que ça, mais voilà, un petit tac, un petit peu. Voilà, c'est gratuit, ça fait plaisir. C'est vraiment un crack. Et moi, il y a un domaine que j'ai adoré, il y a une manière de présenter les choses que j'ai adoré et que je lui vole souvent en coaching, c'est l'effet falaise. Ouais, en fait, si tu te dis, en fait, moi, je veux faire 300 000 euros, ou je veux faire 20 000 euros par mois, ou 10 000 euros par mois, alors que j'ai jamais vendu un site. Waouh, tu regardes la montagne, tu te dis, mais j'ai jamais gagné autant, c'est énorme. Mais viens, en fait, on découpe. Viens, on fait un plan d'action où on découpe. On va pas dire, on fait 100 000 dans l'année ou 200 000, les chiffres, peu importe. Viens, on découpe. On découpe ça par action pour atteindre. On y va crescendo. Et ça fait partie aussi, je pense, des erreurs. Je vais un peu vite niveau erreurs et trucs à faire, mais ça fait partie des erreurs que moi, je vois tous les jours, c'est l'impatience. Et en fait, il faut avoir des objectifs réalistes, objectifs smart, et de pas se dire, je veux ça, mais je veux tout de suite demain, et si je l'ai pas dans une semaine, j'arrête. Non, parce qu'en fait, ça marche. Rien ne marche comme ça. Mais tu vois, c'est là où tu amènes un point intéressant et on pourrait reprendre ta métaphore avec les jeux vidéo. C'est qu'il faut gamifier un peu la progression. Tu le dis, il faut avoir une vision à 25 ans, à 10 ans, à 1 an. Et on peut même se mettre des petits gains, des petits objectifs à une semaine ou à 3 jours, ou juste pour aujourd'hui, si j'arrive à faire mes prospections. Parce que c'est vrai que quand on se met des petits objectifs, quand on gamifie sa vie avec des quêtes secondaires, etc., forcément, on a plus de résilience, on a plus de capacité à supporter la patience qui est demandée pour atteindre l'objectif final. Tu as parlé des jeux vidéo. En fait, on est carrément là-dedans. Là, tu vois, pendant que tu disais ça, je réfléchissais, je me rappelais. Alors moi, j'ai raté mon collège à cause de Dofus, tu vois. Et c'est moi qui rigolais. Faites pas genre, tout le monde a joué à Dofus à cette époque-là. Et si vous êtes jusqu'ici dans la vidéo,
vidéo. Mettez Dofus en commentaire si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo. T'as pas joué? J'ai pas joué, pas du tout geek. Moi, c'était FIFA à 100%. Mais ouais, foot. Mais Mais Dofus, j'ai des amis qui étaient matrixés là-dedans. Quand je voyais les yeux le lundi, je me disais, ouh là, ils ont passé un gros week-end. Mais tu vois, Dofus, on peut faire une métaphore directe avec ça, c'est que quand tu démarres dans Dofus, je m'en rappelle encore mon premier pote qui m'y a mis, il me disait ouais, moi je suis niveau 7, je suis dans la moyenne, il tape des pious à Strub. Enfin, tu vois, tu fais des trucs qui sont ridicules au début, mais avec cette vision de je veux être. C'est vieux, mais il me semble que quand t'es niveau 100, au niveau 200, je sais plus, t'as un aura qui se développe autour de toi. Bref, ça se voit que t'es niveau 100. Donc c'est l'objectif de tout le monde dans ce jeu. Et le truc, c'est que c'est extrêmement long. Ça peut te prendre des. Enfin, moi, à l'époque, aujourd'hui, ça prend une demi-heure. T'as des speed gameplay sur YouTube où ils mettent une demi-heure pour le faire. Mais à l'époque, ça te prenait 2 ans, 3 ans, 4 ans pour l'atteindre. Et qu'est-ce qui fait qu'on arrivait à avoir 4 ans de patience dans Dofus et qu'on n'a pas 4 ans de patience dans le business? C'est que dans Dofus, tu te mettais des petits objectifs intermédiaires. Je me rappelle encore, quand j'étais au collège, que le jour où j'ai eu ma panoplie Quack, j'étais le roi du pétrole, tu vois. Parce que c'était les petits. Et tu sais, pour crafter un item, ça te prenait des mois. Je dis ça avec passion, mais en fait, c'est le truc qui me motivait à continuer de jouer semaine après semaine, qui me rendait addict au jeu, alors que techniquement, j'étais encore très loin de mon objectif ultime. Et ça, cette logique-là, si on peut la transposer au business et se dire, tiens, bon, je suis pas encore à 100 000 par mois, je veux faire 100 000 par mois, j'y suis pas encore, mais est-ce que déjà, si j'atteins 10 000 par mois, je pourrais pas m'offrir telle chose pour matérialiser mon succès? Et même déjà à 5 000, et ainsi de suite. Et en fait, effectivement, comme tu l'as dit, tu peux tout découper jusqu'à revenir à quelque chose de très proche de toi et te créer plein de petits trophées, plein de petits gains qui vont t'animer, gamifier ta vie jusqu'aux 100 000 par mois. Carrément, bah, totalement, franchement, totalement aligné. Alors, l'exemple de Dofus, je l'ai transposé avec mes propres trucs, mais totalement ça. Et ça en vient, gamification égale aussi petite victoire. Viens, des fois, j'ai des coachés, là encore avant. Moi, j'ai eu, ça c'était, voilà, pour donner des chiffres, premiers appels téléphoniques. Honnêtement, au niveau volume, voilà, on n'y est pas, on est très très bas. Je crois 6 appels. Alors, faut pas se faire une montagne, c'est pas toujours le cas. C'est que le volume. Voilà, il y a aussi un truc un peu hormozy, voilà, un peu matrixé là-dedans. J'étudie, j'aime bien écouter et tout. C'est le volume annule, pardon, le volume annule, pardon. La chance, c'est que on peut avoir des résultats tout de suite. Bref, là où je voulais en venir, voilà, c'est que sur des longs résultats. Donc là, les 6 appels pour 2 R1, c'est pas forcément représentatif. En gros, il reçoit 2 R1. Ok, mais quand on m'annonce ça, c'est ouais, donc là j'ai appelé, j'ai eu 2 R1. Je suis en mode attends, bien joué, félicitations, viens, viens, on fait aussi des petites victoires, viens, on fait des trucs intermédiaires. On a mis en place toute une procédure. On a travaillé pour avoir des R1 qui nous amènent finalement à se présenter, à pouvoir envoyer des devis, à closer. Pour moi, ça fait partie. Ok, on est passé de j'ai appelé à GR1, petite victoire. Il m'a demandé un devis, petite victoire. Il l'a Mm. accepté, grosse victoire. Mais en fait, tout ne se fait pas en un jour. Et comme pour tout, il y a des steps intermédiaires. Et il faut savoir se donner aussi et être, voilà, être juste avec soi-même, mais aussi ne pas s'infliger, comme tu disais, avec comment on pourrait dire, le fait de faire des choses et que ça soit douloureux, que ça soit toujours très dur. Non, viens, on peut être gentil avec soi-même aussi et se féliciter, se congratuler, de dire, trop bien, j'ai eu 2 R1, j'ai eu 5 R1. J'ai pas signé encore. Mais en fait, si j'ai pas ces 5 R1, je signerai de façon pas. Il me les faut. Petite victoire, petite victoire, petite victoire. J'accumule tout ça et ça me fait des grosses victoires au final. Donc ouais, gamifier, franchement, j'y avais même pas pensé, je l'avais pas vu sous cet angle, mais ça fait partie totalement intégrante de l'entrepreneuriat. Ouais. Dis-moi, justement, on est dans les astuces qui permettent d'avancer. Est-ce que pour conclure cette vidéo avec une dernière partie, tu aurais des suggestions, des conseils que tu aimerais donner à tous ces entrepreneurs qui regardent la vidéo et qui veulent atteindre des résultats dont on parle? Parce que là, on a mentionné pas mal de gens qui ont atteint de très beaux résultats. Donc, ceux qui veulent atteindre ces mêmes résultats, est-ce que tu as des conseils comme ça concrets? On a donné déjà pas mal, mais ça peut être des livres à lire, des actions spécifiques. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ceux qui veulent des résultats? Ou alors des erreurs à éviter, ça peut aussi marcher. Bah, erreur à éviter, c'est vrai que l'impatience, j'en ai un petit peu parlé, de se mettre des objectifs réalistes et pas irréalistes, voilà, ça c'est important. Une des clés par rapport à ce que tu me dis là, ça serait sans doute, voilà, je reprends comme ça va vraiment faire le lien, c'est toujours beau, c'est toujours parlant, c'est toujours vendeur. Et nous, ce que j'aime bien avec AGS, c'est que on est dans le concret et vraiment ça c'est le truc qui moi me donne du sens chaque jour et c'est pour ça aussi que j'ai accepté d'être coach et que j'ai envie de faire ça et que ça m'anime parce que j'accompagne du monde, je les aide. Leur victoire, c'est aussi mes victoires, c'est un travail d'équipe. C'est qu'on est dans le concret, dans le réaliste. Ça, c'est une des choses pour lesquelles ça fonctionne. Et ça, pour moi, c'est le point numéro 1. Quand je dis ça, c'est qu'il faut être réaliste, ne pas être
impatient forcément. Et finalement, dans les comparaisons, on parle de Mathieu. Mathieu, 30 000. Maxime, 16 ans, 10 000. Et il m'a écrit, en fait, on est encore en contact, il m'écrit fin du mois de novembre. Trop bien, il me remercie, trop content. J'ai signé pour 10 000 euros ce mois-ci. 10 000 euros, il a 16 ans. Moi, À 16 personnellement, ans. à 16 ans, je faisais pas ça. Après, voilà. Chacun, à 16 ans, j'avais peut-être pas cette maturité. Enfin, voilà. Il y en a d'autres. Il y a Léo, 10 000 alors qu'il est à l'étranger. Il y a qui encore Fabien sur Paris, 10 000, pareil. Je me dis, mais trop bien. On peut parler de tout ça et finalement, ne tombez pas, j'ai envie de dire, voilà, je m'adresse direct, ne tombez pas dans un piège de vous dire, waouh, je vois des gars, ils sont à Dubaï. Waouh, je vois Mathieu, il a fait 30 000. En fait, trop bien. Mais regardez ces gars-là, inspirez-vous d'eux. Mais ne vous comparez pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas pire pour se tuer que la comparaison. Mm. Je sais pas, dans chaque domaine, mais qu'est-ce qu'il a fait qui fonctionne? Qu'est-ce que je peux appliquer? Qu'est-ce que je peux tirer comme enseignement? Euh, et c'est ce que nous, on essaie de faire chaque jour. Toi, avec tes vidéos, mais qu'est-ce que je peux prendre que tu as fait qui est applicable pour moi et qui a fonctionné? Euh, Quand on est jeune, on fait du foot, on voit Zidane, putain, on est vieux, hein, on parle de Zidane, on voit Ronaldo, on voit des gars comme ça. Vas-y, je m'inspire. Mais si je me compare à eux, ouais, mais j'arrête direct, je raccroche les crampons. J'aurais jamais son. Je dis pas j'aurais jamais, mais si vraiment je me compare, je dis je veux ça tout de suite, mais j'arrête tout de suite. Non, qu'est-ce qu'ils ont, ces gars-là, qu'ils ont mis en place? Ben, peut-être le travail, quelle méthode, qu'est-ce qu'ils ont fait, combien de volume, s'intéresser aux choses concrètes que moi je peux appliquer. Donc, en vrai conseil, je dirais, vas-y, viens, on arrête de se comparer et on Mm. s'inspire juste. Et moi, je le fais au quotidien, mais déjà, il y a plein de gens inspirants dans l'écosystème. C'est pas parce que nous, on est coach qu'on apprend rien, je pense qu'on apprend tout autant via nos coachés que eux apprennent via nous. Enfin, c'est ce que j'espère. Et pour un petit de ressources, je sais pas, moi j'écoute beaucoup de podcasts, alors il est très connu, mais c'est Génération Do It Yourself, je t'en avais parlé un petit peu Ouais. semaine dernière, où finalement, en fait, c'est Mathieu Stéphanie, donc, qui a une entreprise de tech sur Paris, très intéressant. Il accueille des entrepreneurs. Mais des entrepreneurs, ça a pris un entrepreneur, des sportifs, niveau trail, Mathieu Blanchard, des Kylian Jornet, ça peut être l'adjoint de Didier Deschamps en équipe de France, des gens qui ont créé Notion récemment, des gens qui ont créé Airbnb. On se dit, OK, mais viens, et ce que j'aime bien dans son podcast, c'est il va te dire, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Donc, en gros, si on écoute des gars comme ça, c'est comme s'ils sont dans notre cercle, on apprend de ces gens-là. Donc voilà, moi ce que je retiens, c'est je me dis, waouh, le gars, il a fait Notion, il est parti de là. Lui, il a fait Airbnb, il est parti d'une idée simple. Lui, c'est Mathieu Blanchard, c'est le meilleur trailer qui d'ailleurs vivait à Montréal, pas très loin de chez toi. Je pense qu'il dévalait le Mont-Royal plein de fois. Ouais, mais ce gars-là, en fait, ok, peut-être qu'il a un talent peut-être inné, mais il a aussi charbonné, il a peut-être mis ça en place, il a aussi eu des étapes pour y arriver. Vas-y, viens, je m'inspire de ces gars-là pour, moi, à mon échelle, espérer d'atteindre finalement ce niveau-là et de progresser chaque jour. Mais moi, ma personne, est-ce que je suis meilleur que hier? Phrase un peu cliché, être la meilleure version de soi-même, on est d'accord, mais est-ce que je suis peut-être meilleur qu'hier? Est-ce que c'est pas déjà Mm. gagné qu'être meilleur qu'hier? Donc s'inspirer des autres, mais ne pas se comparer. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, il y a un truc dont on parle pas souvent avec la comparaison, mais qui est ultra nocif, c'est qu'on se compare toujours sur seulement une partie émergée, en fait, de la personne qu'on analyse. Dans le sens où, je vais prendre un exemple que je prends souvent, Inès, que tu connais, et qui a fait AGS, dont j'en parle très souvent, et du coup, je la communique beaucoup, parce qu'elle a des résultats incroyables. Et du coup, je sais très bien que beaucoup vont se comparer à elle et l'analyser. Et qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, ils vont voir ses posts LinkedIn, ils vont voir ce qu'elle communique sur les réseaux, etc. Mais dans la pratique, tu vois, et du coup, on pourrait très bien copier ces posts et republier la même chose demain. Est-ce qu'on aura les mêmes résultats? Non, et on peut être déçu. Mais pourquoi? Parce que ce qui est invisible, c'est que Inès, à l'instant où elle a rejoint AGS, elle a débranché le cerveau, appliqué les conseils, elle a fait 25 prospections physiques par semaine, elle allait courir, elle était en scooter sous la pluie, elle s'est crashée 2 ou 3 fois avec son scooter sous la pluie en prospectant dans Genève. Je veux dire, ça, on le voit pas techniquement quand on se compare à elle, parce qu'il faut lui parler pour ça. Donc c'est le danger de la comparaison, c'est de se comparer effectivement avec seulement ce qu'on perçoit de la personne, alors qu'il y a probablement beaucoup plus derrière qui n'est pas montré. Et si on le sait pas, ben ça par contre, on peut pas se comparer dessus, on peut pas le répliquer. Donc on peut pas s'attendre aux mêmes résultats. Carrément. On connaît exactement. On connaît pas les actions, on connaît pas les échecs par lesquels ils sont passés, on connaît pas leur background, leurs compétences que eux ont et que peut-être on n'a pas encore. Et en dernier point, je crois qu'on n'en a pas parlé et pourtant, ça en fait beaucoup des clés là, non, quand même? Ça en fait déjà pas mal, mais allez, vas-y avec une dernière. Allez, j'ai peur de. On donne trop de valeur là, non? Allez. Non, dans l'idée, moi j'ai un truc et ça me parle vraiment, c'est la responsabilisation, se responsabiliser. Qu'est-ce que c'est se responsabiliser? C'est en fait, moi il y a un truc clé que j'applique partout, c'est de me dire, en fait, il y a un truc qui est simple, c'est quand j'arrive, c'est grâce à moi. En fait, c'est moi qui ai réussi à signer ça. C'est moi qui ai fait cet ultra trail. C'est personne. C'est moi, j'ai fait en sorte d'y arriver.
trop bien, vas-y, on se met une médaille, on est content, on s'auto-congratule, etc. Mais en fait, pourquoi dans l'autre sens, quand j'échoue, je me trouve des excuses? Pourquoi quand j'échoue, Hmm. mais c'est le client, lui, il était comme ça, ou mais c'est eux, le réseau dans lequel je suis, mais en fait, eux, ils servent à rien, eux, ils ont pas le niveau. En fait, pourquoi dès que j'y arrive, c'est grâce à moi et quand j'échoue, c'est à cause des autres? Non, viens, tu peux continuer, hein. On peut peut-être dire, j'y arrive grâce à moi et en partie grâce aux autres, ou alors on peut continuer à dire c'est grâce à moi, je ne vous le conseille pas. On y arrive toujours grâce aux gens. Le stéréotype de je me suis fait tout seul, ça doit exister, tout existe, mais moi personnellement, je suis pas fan. On remercie les parents, on remercie les proches, on remercie les gens qui étaient sur notre passage pour nous aider. Donc c'est un peu grâce à tout le monde. Mais viens, quand je rate quelque chose, j'arrête de dire que c'est les autres. Viens, je me pose peut-être dans mon canapé, j'essaie de souffler, de me dire, merde, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Et c'est ça. Faire, ajuster, recommencer. Faire, ajuster, recommencer. Et donc, se responsabiliser, c'est une des grosses clés. Et ça fait peut-être mal, mais c'est ce qui vous fera du bien sur le long terme. C'est vrai que c'est un point important parce que c'est un réflexe humain, hein, de vouloir trouver une justification externe. Ça, beaucoup, Alex Ramosi, que tu as évoqué plus tôt, en parle beaucoup quand on va chez lui. Parce que, en fait, c'est vrai à tous les niveaux. D'ailleurs, j'ai eu en coaching privé, parce que bon, je fais certains accompagnements, des consultations privées pour des grosses agences. Enfin, grosses agences, agences à taille moyenne, on va dire. J'en ai accompagné une qui faisait autour de 2 millions de chiffres d'affaires l'année dernière. Et tu vois, ce qui m'a choqué, c'est que la personne qui était en face de moi, je vais pas le mentionner ici, mais la personne qui était en face de moi qui fait ces 2 millions de chiffres d'affaires me disait: ouais, mes clients, ils comprennent pas. Là, en ce moment, ça va mal parce que les clients comprennent pas. Et en fait, à chaque fois que j'essayais de mettre le doigt sur qu'est-ce qui va pas dans son offre, il me disait, les clients ne comprennent pas. Donc, soit on est trop tôt, on a trop innové, tu vois. C'est fou. Plutôt que de se dire, non, j'ai mal pensé mon offre, j'ai voulu pivoter, j'ai raté mon pivot, tu vois. Faut assume la mauvaise décision. Mais non, c'est la faute du marché. Mais même si c'était la faute du marché, à la fin, c'est le marché qui décide. Donc en fait, savoir accepter la responsabilité que, ok, j'ai pris une mauvaise décision, ou alors même si ma décision aurait pu être bonne à certaines conditions, dans ce contexte, elle ne l'est pas, donc je vais revenir en arrière et la corriger. Donc c'est un très bon point que tu amènes, la responsabilité, c'est un point qui, je pense que ça, c'est la vraie maturité de l'entrepreneuriat. Et c'est nécessaire pour atteindre de gros résultats. Carrément, bah ouais, carrément. Et c'est ce qui et dans les points clés, je sais que alors là, petite gloire personnelle, c'est vrai que fin d'année dernière, quand j'ai eu le message, je sais même plus si c'est toi ou c'est Maud qui m'en a parlé sur les chiffres générés. C'est vrai qu'on a autant sur la satisfaction. Moi, je tiens beaucoup à qu'on garde ce taux de satisfaction pour vraiment revenir là au sein de AGS et de mon rôle de coach. Ça me tient vraiment à cœur. Et on a des super bons taux de satisfaction. Et quand Maud me dit, voilà, on a tant et tant de taux de satisfaction, et qu'elle me dit, pour rebondir et un peu, vas-y, on s'auto-congratule un petit peu. euh, Ouah, Alex, là, en novembre, tu es là depuis avril, avec tes coachés, on a généré plus de 110 ou 115 000 euros de chiffre d'affaires pour eux. Je me dis, waouh, en aussi peu de temps, je démarre dans le domaine, qu'est-ce qu'ils ont, comment ils ont fait pour y arriver? Et finalement, ceux qui ont eu ces résultats, plus ou moins importants, ben, ils cochaient forcément certaines de ces cases qu'on vient de dire. Responsabilisation, passage à l'action. Et du coup, voilà. Et ceux qui, plus ils cochaient ces cases-là, plus, c'est presque vision mathématique, plus ils cochaient ces cases, plus on atteint des Mathieu, on atteint des Léo, on atteint des gars qui font 30, 15, 10, 20, qui font 5, hein. Pareil, pas se mettre la pression de il faut que tout le monde fasse 100 000. Non, il y a des gens, ils veulent faire 5 000, c'est très bien. Il n'y a pas de jugement. Tu veux faire Hmm. 2 000, tu travailles à côté, il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais c'est juste, on veut atteindre ses objectifs. Il y a des clés. Les clés, il y en a beaucoup dans cette vidéo. Donc voilà. Un grand merci, hein, pour ta participation, déjà pour tout ce que tu amènes, au coaching. Comme tu l'as dit, on est, aujourd'hui à 92% de satisfaction, dans AGS avec des milliers d'agences accompagnées depuis, 6 ans maintenant. Donc, c'est grâce à toi, c'est grâce à l'équipe de coachs. Donc merci, à toi et à vous dans l'équipe pour tout ce que vous faites et merci beaucoup pour ta participation à cette vidéo, tu as effectivement apporté beaucoup de clés. J'espère que ça vous a plu, à vous qui l'avez regardé la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. On a évoqué pas mal de sujets et je pense que si on met tout ça bout à bout, on a quand même une bonne idée de ce qui peut faire le succès d'un lancement d'agence. Donc, un grand merci. Est-ce que, alors toi, bon, tu as ta propre agence, tu as aussi une présence en ligne, etc. Est-ce qu'il y a des réseaux sur lesquels on peut venir voir ce que tu fais ou te suivre ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager? Ouais, alors on va rester niveau pro. Comme tout le monde, il y a Insta, voilà, on peut aller checker. Mais sinon, vraiment sur LinkedIn où j'essaie de publier assez régulièrement, donc autant sur des anecdotes, sur mes propres cas clients, sur beaucoup de visions, finalement, j'ai envie de dire, des trucs un peu des trucs qui permettent aussi de débloquer niveau mindset sur des situations, des choses comme ça. Personnellement, c'est un domaine qui m'inspire beaucoup et qui peut peut-être vous inspirer. Allez peut-être faire un tour sur LinkedIn, du coup, Alexandre Schmitz.
Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour et à partir de là, voilà, ajouter connexion. Il y a moyen d'avoir des beaux échanges là-dessus. Donc ouais, LinkedIn pour le pro, ça fera l'affaire. Eh ben magnifique, bah, je vais l'ajouter en description. Encore merci à toi pour aujourd'hui et puis écoute, je te souhaite le meilleur pour la suite. Et écoutez, bah, bonne prospection à tous, on l'a compris, c'est le nerf de la guerre, le passage à l'action, donc bonne prospection à tous.